Bonjour, je m'appelle Anaïs Coinon, je suis interne en 4e semestre actuellement en interchu au CHU de Rennes et je vais vous faire une présentation sur un nouveau variant faux sens dans le gène SPG21 chez un patient qui présente une paraparésie spastique complexe avec une survie prolongée. Donc on va commencer par le cas clinique. Il s'agit de monsieur A, un patient de 70 ans pour qui la grossesse s'est déroulée a priori sans particularité. L'accouchement a néanmoins été difficile au domicile, mais il n'y a pas eu de nécessité d'hospitalisation. Et la petite enfance, elle est marquée par des convulsions sur une infection à coqueluche à l'âge de 13 mois. Concernant le développement psychomoteur, il a acquis la marche à l'âge de 15 mois. Il a par la suite présenté un retard de langage et des difficultés scolaires, même s'il a réussi à apprendre à lire et à écrire. Et dans ce contexte de retard de langage, difficultés scolaires associées à des difficultés au niveau de l'accouchement, il y a une suspicion d'anoxo-ischémie dans l'enfance. Il a par la suite travaillé avec un statut de travailleur handicapé, mais a réussi à obtenir son permis de conduire. Sa première consultation en neurologie a été vers l'âge de 37 ans, dans un contexte de désorientation, de lenteur au travail et de difficultés au niveau de l'articulation. Et à l'examen clinique, on avait un syndrome cérébelleux spastique. Plusieurs examens complémentaires ont été effectués à l'âge de 37 ans, des électroneuromyogrammes, des biopsies musculaires, des échographies abdominales, tout est revenu normal. Au niveau de l'examen ophtalmologique, on retrouvait une cataracte bilatérale. Par la suite, il a eu des IRM cérébrales et spinales. Donc là, c'est son IRM à l'âge de 52 ans, où on retrouve un corps calefin, une atrophie vermienne, des anomalies au niveau de la substance blanche périventriculaire. Sur le plan de son évolution, donc comme on l'a dit, initialement, il a consulté du fait d'une dysarthrie progressive et de lenteur au niveau moteur. Durant les 37 à 52 ans, progressivement s'est installée une ataxie et une spasticité. À l'âge de 52 ans, des difficultés à la marche plus importantes ont été constatées avec des faiblesses musculaires importantes au niveau des membres inférieurs. Finalement, à 55 ans, il a été institutionnalisé et on a découvert une ophtalmoplégie supranucléaire. Il a perdu la marche définitivement à l'âge de 62 ans et a commencé à présenter des troubles de la déglutition. Et donc la dernière fois qu'on l'a vu en visite, il y avait eu une pause de gastrostomie du fait des troubles de déglutition qui étaient devenus trop importants. Il était complètement anarthrique. Des analyses génétiques ont été effectuées, donc dans un premier temps en 2012 avec un panel de paralysie spastique et ataxie autosomique dominante et une étude du syndrome de Niemann-Pick de type C. Tout ça est revenu normal et des reprises des analyses génétiques ont été effectuées en 2020 avec un exome en solo qui retrouvait un variant faux sens à l'état homozygote de classe 4 dans le gène SPG21. Les variants dans ce gène, ils sont liés à un syndrome qui s'appelle le syndrome MAST ou paraparésie spastique de type 21. Donc, si on se concentre un peu plus sur le syndrome MAST et sur les paraparésies spastiques, il y a une prévalence variable en Europe qui va de à peu près 1 sur 11 000 à 1 sur 77 000. Il y a des causes génétiques et non génétiques et on connaît plus de 80 gènes à l'heure actuelle pour les paraparésies spastiques. C'est un groupe hétérogène de maladies qui sont dues à des atteintes du premier et deuxième motoneurone et qui présentent une progression plutôt lente. Au niveau des paraparésies spastiques, on connaît les formes pures et les formes complexes. Les formes pures regroupent des atteintes pyramidales, principalement au niveau des membres inférieurs, plus ou moins des dysfonctions au niveau des sphincters et des pertes sensitives profondes. Pour les formes complexes, on a cette atteinte qui est retrouvée dans les formes pures et associée, il y a des signes neurologiques et extraneurologiques qui sont variables. On peut retrouver des atteintes cognitives, des troubles sensitifs, des atteintes psychiatriques, des atteintes ophtalmologiques. Donc ici, sur le schéma, on voit, en fonction des formes de SPG 21, les atteintes qui peuvent être retrouvées. Donc on a chez
toutes ces formes de paraparésie spastique, des attentes pyramidales. Et pour les autres attentes, c'est plutôt variable. Donc on voit que pour les SPG 21, on a plusieurs attentes qui peuvent être communes avec d'autres formes de paraparésie spastique, notamment la paraparésie spastique de type 11, qui peut être un diagnostic différentiel, notamment au niveau de l'imagerie cérébrale. Le syndrome MAST, il est donc dû à un gène qui s'appelle SPG21. Il a été identifié pour la première fois en 2023. C'est une forme de paraparésie spastique à transmission autosomique récessive, et donc il avait été décrit dans une famille Amish consanguine, pour qui les 14 patients qu'on avait en neurologie présentaient la même atteinte clinique, à savoir une paraparésie spastique progressive, une démence d'apparition plutôt précoce, des signes cérébelleux et extrapyramidaux, et à l'imagerie, tous les patients qui avaient eu une imagerie dans cette famille avaient les mêmes caractéristiques, à savoir un corps calleux fin, une atrophie cérébelleuse et des anomalies au niveau de la substance blanche, comme c'était le cas pour notre patient. Par la suite, il y a eu d'autres descriptions de patients atteints de ce syndrome. Donc 9 autres cas ont été décrits dans la littérature. Il s'agit principalement de variants non-sens ou frameshift, et seulement une autre famille a été décrite avec des variants faux sens. Au niveau du phénotype, on a chez quasiment tous les patients des signes pyramidaux, des atteintes cognitives qui sont retrouvées systématiquement, et très fréquemment des troubles psychiatriques, des signes extrapyramidaux, cérébelleux et des dysphagies. Au niveau de l'imagerie cérébrale, comme on l'a dit, on a des atteintes qui sont communes à tous les patients ayant eu une imagerie cérébrale dans la littérature, à savoir ce corps calleux fin, cette atrophie cortico-sous-corticale, cette atrophie cérébelleuse, et sont décrits chez plusieurs patients des hypersignaux non spécifiques au niveau de la substance blanche périventriculaire. Donc là, j'ai remis des imageries des patients dans la littérature où on peut constater toutes ces atteintes chez les patients décrits. On s'est posé la question d'une corrélation génotype-phénotype parce que l'autre famille chez qui un variant faux sens a été décrit, donc c'était chez des Japonais, 2 patients pour qui le début de la maladie a été plutôt tardive, vers l'âge de 60-70 ans. Ils présentaient un syndrome pyramidal et une démence, mais pas d'atteinte cérébelleuse, extrapyramidale ni bulbaire. Donc il s'agissait de ce variant faux sens. Donc il présentait une atteinte qui était moins complète par rapport aux autres patients décrits dans la littérature. Pour notre patient, donc c'est la deuxième famille décrite avec des variants faux sens au niveau de ce gène. L'atteinte elle est plus tardive que les patients présentant des variants non-sens ou frameshift, mais lui présente un tableau clinique complet par rapport aux Japonais. Au niveau de la perte de la marche, donc pour notre patient, c'était à 62 ans. Dans la littérature, on avait l'âge pour seulement 4 patients, mais ça semblait intervenir plutôt vers l'âge de 47 ans et demi. Pour l'anartrie ou l'aphasie, nous, ça a été à 70 ans chez notre patient. Dans la littérature, on avait les âges seulement pour 2 patients, mais c'était plutôt vers l'âge de 46 ans. Et si on reprend la moyenne des âges des patients dans la littérature, était bien inférieure à l'âge de notre patient, à peu près 48 ans et demi. Donc on n'avait pas toute l'évolution pour ces patients-là, mais qui étaient déjà très très symptomatiques dans la littérature. Donc pour conclure, les paraparésies spastiques de type 21 sont une maladie rare de transmission autosomique récessive. C'est une paraparésie spastique de forme complexe qui associe les atteintes cognitives et un pattern particulier à l'IRM chez les patients. Et donc ça peut être un diagnostic différentiel des paraparésies spastiques de type 11 qui sont beaucoup plus fréquentes que cette forme. Et se pose la question d'une corrélation génotype-phénotype avec des phénotypes, des atteintes cliniques plus retardées chez les patients présentant des variants faux sens ou des formes cliniques moins complexes. Donc merci pour votre attention et merci à toute l'équipe de Rennes de m'avoir aidé pour réaliser ce travail. Merci beaucoup Anaïs pour cette belle présentation.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, Laurent. Du coup, merci Anaïs. Et du coup, vous avez pu montrer, c'est un variant homozygote, hein, c'est ça ? Oui. Et les parents étaient de la même famille ou... Ils n'étaient pas apparentés, c'était pas décrit comme apparentés. Après, nous, on n'a pas vu les parents. Le patient est venu avec ses frères, mais qu'on décrit que la famille n'était pas apparentée. Comment ? Si vous avez fait un exome, vous pouvez regarder l'homozygosie pour répondre à la question. Oui. Oui, parce que le patient, il est quand même assez âgé, il a peut-être plus ses parents. Non, il n'y avait plus. C'est pour ça que ça avait été fait en solo. Oui, il n'y avait plus les parents pour. C'est toujours compliqué quand il y a peu de variants décrits. Alors là, il y a la clinique qui aide bien. Est-ce qu'il y a des choses au niveau fonctionnel qui sont envisagées sur les faux sens Pour l'instant, on n'a pas fait. Non. Non. Ok, merci beaucoup.